Bonjour et bienvenue dans Le Monde devant soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Hélène Decomer, rédactrice en chef de Slate et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, cofondateur de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hélène. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour Alain. Salut Hélène. C'est une palme d'or qui jette un coup de projecteur sur un pays, l'Iran. Le cinéaste Jafar Panahi a obtenu cette récompense au Festival de Cannes il y a quelques jours. En France, le ministre des Affaires étrangères a qualifié son film, Un simple accident, de geste de résistance contre l'oppression du régime. Une oppression qui a mené notamment, on s'en souvient, au mouvement d'émancipation Femmes, Vie, Liberté en 2022. Et qu'en est-il aujourd'hui ? Quelle est la situation politique et sociale intérieure en Iran ? Sur la scène régionale et internationale aussi, bien des lignes ont bougé dernièrement. Entre la chute de Bachar al-Assad en Syrie, la guerre d'Israël dans la bande de Gaza, le Hezbollah libanais affaibli, ces bouleversements touchent la République islamique. Bref, il y a beaucoup à dire sur ce sujet, c'est le thème de notre épisode du jour. Alors Jean-Marie, vous qui êtes cinéphile, nos auditeurs et auditrices ne le savent peut-être pas, je vous pose la première question. Est-ce qu'il faut voir une résonance politique dans cette palme d'or attribuée à Jafar Panahi ? Oui, il y a une résonance politique forte qui est traditionnelle d'ailleurs à Cannes, parce que Cannes souvent sert de point de repère et on met un projecteur sur la situation d'un cinéma et donc la situation d'un pays. C'est particulièrement le cas de l'Iran parce que là, d'abord, le régime est installé depuis longtemps. Le régime aussi est impitoyable avec un certain nombre de cinéastes. L'an dernier, d'ailleurs, il y avait un très très beau film qu'on peut toujours voir d'ailleurs qui s'appelle Les feuilles du figuier sauvage, fait par un metteur en scène de grand talent qui a dirigé ses opérateurs depuis sa prison. Et donc ça donne un film absolument magnifique. Donc depuis la prison, depuis chez eux, d'où qu'ils se trouvent, un certain nombre de cinéastes iraniens travaillent, produisent avec un cinéma de très très grande qualité. Ce qui a été raté l'an dernier avec Le Figuier sauvage est réussi cette année avec Jafar Panahi et son film, qui a provoqué une très vive émotion, mais en même temps qui permet de rappeler ce que sont la situation à la fois des intellectuels, des cinéastes en Iran, et la répression qui continue de régner vis-à-vis de ces milieux-là. Et d'ailleurs, l'irritation du gouvernement iranien s'est tout de suite manifestée après les félicitations adressées par le ministre des Affaires étrangères français aux cinéastes. Il y a eu aussitôt une protestation officielle du gouvernement iranien. Donc ils sont en effet embarrassés par cela. Et c'est d'ailleurs, il y a toujours une bataille pour savoir si tel cinéaste peut aller à Cannes. C'est vrai aussi en Russie, c'est vrai pour les cinéastes russes, mais c'est encore beaucoup plus vrai pour les cinéastes iraniens. Il y a toujours une bataille pour savoir s'il va pouvoir venir à Cannes. On le prépare un peu clandestinement et puis on le fait apparaître au grand jour au moment du festival. Il y a toujours un impact fort et politiquement fort, donc c'est une façon qu'a le cinéma au fond d'être partenaire, d'être aussi supporter d'une cause qui est une cause noble et qui est en Iran défendue de façon très très brillante par toute une série de cinéastes. Il y a une école du cinéma iranien finalement qui perdure à travers les mois et les années de la dictature et qui est vraiment digne d'éloge. Et là, Jafar Panahi a pu rentrer manifestement sans encombre à Téhéran. Il a été accueilli par ses supporters. Il est peut-être qu'il a acquis un statut un peu intouchable grâce à cette palme d'or, ou en tout cas intouchable temporairement. En tout cas, par exemple, l'actrice principale du film sur Le Figuier sauvage, dont je parlais tout à l'heure, elle est en prison. Et donc, il tape aussi les opérateurs, les acteurs, les actrices autour du cinéaste. Donc, la pression ne se relâche jamais. En tout cas, elle ne s'est pas relâchée pour le moment. Alain Frachon, un mot peut-être sur cette réaction, ce commentaire de notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, ce petit tacle, voilà, au passage sur le régime d'oppression des mollahs qui a évidemment été très mal reçu à Téhéran. Mal reçu à Téhéran, où le chargé d'affaires français, puisqu'il n'y a pas d'ambassadeur en ce moment, je crois, a été convoqué au ministère iranien des Affaires étrangères de la République islamique, et on lui a reproché cette ingérence dans les affaires intérieures iraniennes, ce mensonge, et une parole qui était une parole hostile à l'Iran, en tout cas à la République islamique. Donc ça va pas arranger les relations entre Paris et Téhéran, et avec des répercussions, puisque il y a au moins 2 Français qui sont prisonniers
en Iran depuis bientôt 4 ans. Je donne leur nom parce que ce sont des otages, en fait. Ils sont prisonniers du fait d'un conflit qu'il y a entre 3 pays, la Belgique, la France et l'Iran. Et donc Cécile Kohler, une toute jeune femme, et Jacques Paris. Donc voilà, il y a une plainte française qui a été déposée il y a quelques jours devant la Cour internationale de justice pour obtenir de l'Iran la libération de ces 2 ressortissants français. Et pour le moment, on en est là, d'une longue détention, d'une longue prise d'otages. Bon, certainement, ça ne va pas faciliter les choses. Mais enfin, voilà. Ainsi sont les relations avec un régime comme celui de Téhéran. Pour se rendre compte un peu plus de ce qui se passe en Iran actuellement, d'à quoi peut ressembler la vie là-bas, c'est vrai que nous, depuis la France et depuis l'Occident, et depuis 2022, on a été très focalisés sur la question du port du foulard, du port du voile, et on a suivi attentivement ce mouvement Femmes, Vie, Liberté. Pour nourrir l'épisode d'aujourd'hui, je me suis entretenue avec une chercheuse française qui connaît bien l'Iran et qui a de nombreux contacts sur place. Elle m'expliquait que les pratiques avaient dans les faits changé sur le port du voile, que la pression sur les femmes avait beaucoup diminué et qu'on constatait que dans beaucoup d'endroits publics, des restaurants notamment, presque plus aucune femme ou fille ne portait le voile et que ça se passait bien. Elle me disait aussi que cette question du port du foulard occultait des angles morts qui sont les vraies questions dans le pays actuellement. Elle m'a parlé de la pollution, du changement climatique, et c'est vrai qu'on ne pense pas à ça. Elle me soulignait, cette chercheuse, qu'il y avait beaucoup de militants du climat qui sont actuellement en prison en Iran, que des migrations climatiques avaient lieu dans le pays à cause de la pollution, que c'est un pays littéralement dans lequel on ne respire plus, 50 degrés dans certaines villes l'été, des jours fériés posés à cause de la pollution. C'est ça aussi vivre en Iran aujourd'hui. Et puis elle me parlait d'un angle peut-être un peu moins mort, mais tout aussi important, l'économie du pays qui est agonisant, avec l'effondrement de la monnaie, 40% d'inflation. Et ça, cette économie agonisante, c'est dû à la gestion des mollahs, mais aussi à des sanctions internationales qui pèsent sur le pays depuis plusieurs années. Alain, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que sont ces sanctions et d'où est-ce qu'elles viennent ? Il y a plusieurs types de sanctions qui pèsent sur l'Iran. Il y en a qui sont des sanctions ONU, votées par les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, la Chine, la Russie, 2 pays qui sont très proches de l'Iran, et puis par les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et les autres membres du Conseil de sécurité, les membres non permanents. L'Iran est un pays signataire du TNP, le traité sur la non-prolifération nucléaire. Et à ce titre, il n'est pas autorisé à se doter de l'arme nucléaire. En échange, il est autorisé à développer du nucléaire civil et à bénéficier de la coopération de tous les autres pays qui, eux, possèdent une arme nucléaire. On a reproché à l'Iran de violer ce traité. C'est une longue histoire. C'est une histoire qui commence dans les années 70. Les Iraniens, avec l'aide d'Israël, développent un réacteur nucléaire expérimental. Et puis les Israéliens se retirent. Ce sont les Français, le commissariat à l'énergie atomique, qui va développer ce réacteur nucléaire. Exactement le même type que celui que les Français avaient développé en Irak et que les Israéliens ont bombardé. Et puis, quand est arrivée la révolution qui a changé le régime, c'était à l'hiver 1979, la dynastie des Pahlavis, des Shahs, est tombée, une dynastie très récente par ailleurs, est tombée et la révolution islamique a pris le pouvoir en 1979. À ce moment-là, le chef de la révolution islamique, Khomeini, a arrêté l'expérience nucléaire, considérant que le nucléaire était contraire à l'islam. Arrive une guerre avec l'Irak, entre l'Iran et l'Irak, en 1980. Pendant cette guerre, les Irakiens utilisent massivement des gaz, des armes de destruction massive, contre les soldats iraniens. Personne ne proteste, notamment aucun pays occidental ne proteste contre l'utilisation de gaz par l'armée irakienne contre les soldats de la République islamique à ce moment-là. Alors Khomeini, à la fin de la guerre, dit « Les autres n'ont pas hésité à utiliser des armes de destruction massive. Nous allons reprendre notre programme nucléaire. » Ils ont repris leur programme nucléaire. Ils lui ont manifestement donné un angle militaire, c'est-à-dire qu'ils ont développé un programme destiné à avoir une arme atomique, ce qui est contraire alors à l'accord qu'ils ont signé, l'accord de non-prolifération nucléaire.
de ce fait, le Conseil de sécurité les a sanctionnés. Et puis, sont arrivés des moments de négociation, des moments sans négociation. Ça a été un dossier qui est en permanence au cœur des questions internationales dans la région. Certaines sanctions ont été enlevées, d'autres sanctions ont été prises. Ensuite, les États-Unis, la Russie, la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, la Chine aussi, ont mené des négociations avec l'Iran pour arriver à un accord. C'était du temps du président Obama. Ils sont arrivés à un accord le 14 juillet 2015, signé à Vienne, qui plaçait le programme nucléaire iranien sous le contrôle de la communauté internationale. Mais l'Iran n'a pas respecté forcément toutes les grandes lignes de l'accord. Alors il y a eu des sanctions qui ont été prises et puis enlevées chaque fois qu'on avait le sentiment que l'Iran respectait l'accord. Jusqu'à 2018 où les États-Unis, c'était Trump au pouvoir, s'abordent cet accord et placent l'Iran sous un embargo économique impitoyable. Et Trump était convaincu que ce blocus économique, qui notamment empêchait l'Iran de vendre son gaz et son pétrole, qui sont les principales ressources de l'Iran. L'Iran est probablement le pays qui est le détenteur des plus fortes réserves de gaz naturel. Et il a aussi encore énormément de pétrole. Donc ça a rendu pour l'Iran ne peut vendre son pétrole en fait qu'à la Chine et à la Turquie. Le reste, personne n'achète du fait des sanctions américaines, personne ne prend le risque d'avoir un contrat pétrolier avec l'Iran. On achète sur le marché libre si on en trouve, donc en détournant les sanctions. Mais donc voilà, le mécanique de sanctions, certaines sont anciennes, d'autres sont nouvelles, certaines ont été enlevées, puis d'autres ont été remises. Ces mécanismes-là. Ce qui ne veut pas dire que l'Iran ne porte aucune responsabilité dans la situation économique. C'est une situation aussi de gestion assez délirante, sans compter le pourcentage de la richesse nationale qui va à la guerre, à l'entretien de milices dans le monde arabe, qu'il s'agisse du Hezbollah, de milices irakiennes ou des Houthis. Donc tout un appareil de guerre qui s'est construit autour du nucléaire iranien et qui représente des intérêts économiques et financiers énormes au sein de la République islamique. Donc vous l'avez dit, 40% de taux d'inflation, 22% de chômage, c'est les jeunes. Le prix de Cannes raconte assez bien ce qu'est l'Iran aujourd'hui. C'est-à-dire que l'école des beaux-arts, elle est toujours là. Les universités, elles sont toujours là. Les ingénieurs iraniens sont excellents. En dépit de certains qui ont été assassinés par les Israéliens pour ralentir le programme nucléaire, ils ont sans arrêt continué. Donc les Iraniens sont un pays assez curieux. On a l'impression que ce régime n'a plus rien à dire à la population, mais que la population, à force de combat et avec un courage incroyable, s'est taillé des zones de liberté, comme vous l'avez dit, pour les femmes qui ont gagné leur bataille. Mais il y a eu beaucoup de morts. Beaucoup de gens en prison, beaucoup de gens torturés, mais ils ont gagné la bataille de 2022. Et donc il y a comme ça des poches de liberté que la société civile ou les sociétés civiles iraniennes ont acquis face à un régime qui n'a plus grand-chose à leur apporter. Mais n'oubliez pas 2 chiffres. La révolution date de 1979. Ça veut dire que plus de la moitié des Iraniens sont nés après la révolution, n'ont connu que ce régime. Et quand on parle de l'Iran, il faut parler de sa population. C'est 93 millions d'habitants, c'est-à-dire un géant au Moyen-Orient avec la Turquie. C'est 93 millions d'habitants, dont la moitié a moins de 25 ans, ou la moitié est très jeune. On s'interroge souvent sur l'efficacité des sanctions. Et donc, en général, elles ont mauvaise presse. On dit, ça ne sert à rien. Alors, on multiplie les exemples. À commencer par Cuba, par exemple, qui n'a jamais permis à Cuba de changer de régime, le régime des sanctions. Alors, il y a le contre-exemple aussi de l'Afrique du Sud, où les sanctions ont fini par faire capoter le régime de l'apartheid. Mais en général, on les met en doute. En Iran, non. En Iran, les sanctions paraissent efficaces sur la vie quotidienne des Iraniens, et où les conditions de vie et de nourriture, de tout, sont extrêmement difficile. En ce moment même, il y a une grève des camionneurs en Iran. Donc les camionneurs sont en grève. Or, comme dans beaucoup d'autres pays, les camionneurs, c'est l'irrigation de toute l'économie. Donc ils sont en grève et ça bloque une bonne partie de l'économie. Les boulangers aussi sont en grève. Donc il y a comme ça des tas de secteurs qui se mobilisent. On en parle peu parce que c'est loin et parce qu'il n'y a pas peu d'images dramatiques à montrer, mais il y a cette réalité-là aujourd'hui en Iran qui est directement la conséquence en fait des sanctions et du mal-être qui existe et des mauvaises conditions de vie qui sont générées. Le mystère, c'est pourquoi ce régime subsiste-t-il encore ?
Alors que manifestement, il y a eu plusieurs phases électorales qui ont quand même montré que on peut considérer qu'une majorité d'Iraniens est hostile au régime en place. Et pourtant, il perdure de génération en génération, de mollah en mollah. Donc pour moi, c'est aussi un mystère. Il perdure, ce régime, et il vient dans un retournement d'ouvrir des nouvelles négociations sur le nucléaire, justement, avec les États-Unis. Alain, vous nous avez rappelé l'accord de Vienne en 2015, qui était dénoncé à l'époque par Donald Trump. Il n'était pas encore président. Il l'a quitté unilatéralement en 2018. Et là, en avril 2025, les États-Unis viennent de rouvrir des négociations, un cycle de négociations sur le nucléaire avec Téhéran. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce retournement et pourquoi est-ce que l'Iran est d'accord pour négocier à nouveau avec le grand Satan, selon l'appellation qui lui est donnée sur place? Quand il sabote l'accord de 2015 qui plaçait le programme nucléaire iranien sous contrôle international, sous contrôle d'une agence de l'ONU qui s'appelle l'Agence internationale de l'énergie atomique, eh bien à ce moment-là, Trump prend des sanctions terribles contre l'Iran, on l'a dit. Et Trump est convaincu que les Iraniens vont céder. C'est assez insupportable comme méthode, c'est-à-dire je prends des sanctions terribles, la population va descendre dans la rue, bon sans doute ils vont en tuer quelques centaines, ce qui se passe d'ailleurs, mais le régime finira par tomber. C'est-à-dire qu'on épuise une population afin qu'elle se révolte contre un régime qui ne vous plaît pas. C'est ça la mécanique des sanctions selon Trump. Il a raté. Les Iraniens ont tenu bon. La République islamique a tenu bon. Elle ne s'est pas effondrée. Et les Iraniens en ont payé le prix, bien entendu, on en parlait tout à l'heure, mais enfin, il a échoué. Trump, il a échoué. Alors, maintenant qu'il est revenu au pouvoir, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il voit bien que, comme il est sorti de l'accord, les Iraniens ont dit l'accord n'est plus valable, à juste titre, d'autant qu'ils le respectaient à peu près, dans les grandes lignes. Donc les Iraniens se sont dit, si les Américains sortent, nous, on n'est plus liés par les contraintes de l'accord. Donc nous n'acceptons plus que l'Agence internationale de l'énergie atomique, ses inspecteurs, ses caméras, ses senseurs, fonctionnent. Tout ça, on abandonne et on refuse d'accepter ces contrôles, on enlève les senseurs et on enlève les caméras. Et on enrichit l'uranium de plus en plus. On multiplie la création de centrifugeuses pour enrichir l'uranium à des degrés proches de l'enrichissement nécessaire pour fabriquer une arme, c'est-à-dire 90%. On enrichit l'uranium à 60%. L'Iran se trouve aujourd'hui en possession d'un stock d'uranium à 60% qui lui permet sans doute de faire 1 ou 2 ou 3 ogives nucléaires. Il lui reste encore un bout de chemin à parcourir. Mais enfin, on en est là. Autrement dit, Trump a bien vu qu'il avait échoué, ou on lui a dit qu'il avait échoué, et il a bien vu que l'Iran s'est rapproché. En tout cas, en ce qui concerne l'enrichissement de l'uranium, peut-être pas pour le reste, mais s'est rapproché d'une des composantes clés d'une arme nucléaire. Et donc, il était tenu en échec. Alors, il a choisi de reprendre la négociation. C'est lui qui a choisi de reprendre la négociation. C'est même pas les Iraniens qui l'ont demandé. Les Iraniens étaient très sceptiques. Par exemple, Biden avait essayé. Et les Iraniens disaient à l'époque de Biden, non, nous on reprend pas la négociation avec les Américains parce que les Américains ne tiennent pas leurs engagements et ne tiennent pas parole, comme on l'a vu. Et donc on demande aux États-Unis de nous garantir qu'ils respecteront l'accord. Et Biden a dit, un président américain peut engager son pays, mais après il y a les élections et ça peut changer. Et donc Trump s'est retrouvé avec un Iran qui se rapprochait jour après jour d'une des composantes de l'arme nucléaire. Et là, il a dit, on va négocier. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il n'avait pas le choix, premièrement. Deuxièmement, parce qu'il n'aime pas la guerre. Et donc, il a très peur que lui, président, qui a toujours dénoncé les guerres lointaines menées par les autres présidents, se retrouve dans une situation où il est petit à petit embrigadé dans une guerre lointaine. Et donc, il a toujours refusé à Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui demandait à l'armée américaine de participer avec l'Israël à une campagne de bombardement contre les installations nucléaires iraniennes. Ce qu'on comprend souvent mal, c'est qu'une campagne contre les installations nucléaires iraniennes, ces installations, c'est un archipel dans l'Iran. Il y en a beaucoup concentrés dans un endroit qu'on connaît bien, Natanz, mais tout n'est pas là. Et donc, c'est une campagne qui dure plusieurs semaines de bombardement. On ne fait pas ça en 48 heures. L'Iran a fait savoir qu'à ce moment-là, il répliquerait. Il répliquerait où? Il répliquerait dans le détroit d'Ormuz.
Donc le prix du pétrole risque d'exploser, de passer à $200 le baril. Il est aujourd'hui autour de 70. Et donc ça serait une crise économique très mauvaise pour Trump, qui a promis de faire baisser le prix du pétrole à la pompe. Et donc, si vous voulez, il veut surtout pas être embrigadé par les Israéliens, par Netanyahou, dans une campagne militaire aérienne contre l'Iran, car l'Iran répliquera sur l'Arabie Saoudite, grand allié de Donald Trump, allié et ami de Donald Trump, contre les autres Émirats, aussi alliés des États-Unis, notamment Qatar, où il y a une grande base américaine. Il veut pas de ça. Donc il a choisi la négociation. Et il y a déjà eu 5 séances de négociation. C'est assez difficile, mais je n'exclus pas, c'est même à mon avis la probabilité la plus grande qui est sur la table, je n'exclus pas qu'elle aboutisse à nouveau à quelque chose qui ressemblera à ce qu'il a saboté lorsqu'il était président une première fois. C'est en même temps le témoin de l'évolution de la relation entre Trump et Israël, Trump et Netanyahou, parce qu'au point de départ, quand il déchire l'accord, signé notamment par Barack Obama et par les Européens, la Russie et la Chine, me semble-t-il aussi, c'est sous la pression ou sous le conseil de Netanyahou. Et donc il vient à la télévision et il dit c'est un très mauvais accord, it's bad, it's bad. C'est donc le jugement par Trump de cet accord, très très longuement et très difficilement négocié. Qui n'a sans doute jamais lu. Mais qui donne satisfaction à Netanyahou. Et donc là, la grande nouveauté de la part de Trump, c'est que quand Netanyahou veut passer à la phase suivante, c'est-à-dire à la phase où on détruit les esquisses ou les premières pierres de l'armement nucléaire iranien, on bombarde donc, et c'est là que Trump se dissocie de Netanyahou. Donc c'est à mettre au compte de plusieurs événements aujourd'hui qui montrent qu'il y a non pas un éloignement, mais quand même une dissociation sur certains sujets de l'attitude de Trump vis-à-vis du gouvernement israélien. Et puis il faut aussi évoquer l'épisode dans lequel l'Iran envoie une salve de missiles sur Israël, et que le résultat de cela, c'est que Israël prive désormais l'Iran de sa défense antiaérienne. Parce que la riposte d'Israël à cet épisode a été une défaite pour l'Iran. Et donc l'Iran, n'ayant plus non plus de défense antiaérienne pour le moment digne de ce nom, n'a absolument pas intérêt à ce que les choses s'enveniment, et donc a tout intérêt à donner la main à Trump, pour le coup, dans le cadre de la négociation qui s'est engagée. L'Iran n'a plus cette défense antiaérienne. Est-ce qu'on peut dire, je pose la question, qu'il est affaibli dans la région, notamment depuis la chute de Bachar al-Assad, par exemple, qui a grandement redistribué les cartes. Et la défaite du Hezbollah au Liban. Bien sûr, et l'accord entre les Houthis yéménites, qui sont aussi une des milices proches de Téhéran et aidée et financée par Téhéran, et une des milices qui, elle, a conclu un accord séparé avec les États-Unis pour que les milices qui sont basées au Yémen, elles contrôlent les 2 tiers du Yémen, donc c'est quasiment le pouvoir de facto au Yémen, les milices Houthis, et donc elles bombardent les bateaux. Alors ils peuvent continuer à bombarder les bateaux, mais pas les bateaux américains. Pas les bateaux américains. Voilà. De même que Trump a négocié pour récupérer un otage américain la semaine dernière. Il a négocié avec le Hamas. Et là encore, c'était une sorte de mauvaise manière ou de manière faite à l'encontre des Israéliens qui n'ont d'ailleurs pas apprécié. Et en plus, Trump a manifesté son désaccord à plusieurs reprises sur les bombardements de Gaza. Donc il y a en ce moment une phase, si vous voulez, de différends, comme c'est déjà arrivé par le passé, de différends et de divergences politico-stratégiques entre Trump et Netanyahou. Mais parler de tout ça, raconter tout ça, si vous voulez, ça raconte bien ce qu'est l'Iran. Un pion absolument essentiel de la sécurité au Moyen-Orient. Un pays qui a une singularité extrêmement forte dans le Moyen-Orient. Un pays qui a des architectes, un pays qui a des ingénieurs, un pays qui est encore administré. Quand on va en Iran, c'est frappant. L'administration fonctionne, si vous voulez. Il y a des morceaux de normalité donc qu'on ne soupçonne jamais dans un pays qui est sous un régime aussi dictatorial. Il est dictatorial, ce régime, mais il est composite. Il y a des tendances différentes dedans. Il n'est pas monolithique. Et il est au bord d'une décision politique qu'il va devoir prendre, puisque le guide qui, lui, sur toutes les grandes questions stratégiques, le nucléaire, à commencer par le nucléaire. Le guide Ali Khamenei est très âgé, souffre d'un cancer, et donc on prépare la succession du guide. On ne sait pas ce qui va se passer, mais c'est comme ça avec l'Iran, comme il en va avec ses cinéastes. Oui, mais en même temps, à chaque fois qu'un président est élu réputé, iranien, réputé plus, entre guillemets, libéral, c'est-à-dire un peu plus ouvert,
rien ne se passe parce qu'il est aussitôt contredit par la garde prétorienne du régime, par tel ou tel mollah qui incarnera une ligne plus radicale, mais qui est en général dans leur cercle majoritaire. C'est ça qui est aussi terrible. Et donc, du coup, ça donne une sorte de paralysie, et une paralysie dans l'ordre économique aussi, qui fait que la population souffre. Merci beaucoup, Jean-Marie Colombani. Merci à Alain Frachon pour toutes ces analyses. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode du Monde devant soi. Merci, Hélène. Merci, Hélène. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast. Production éditoriale et présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.